messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, bonne journée, bon réveil. Si vous êtes en train de prendre votre café, alors bon café et bienvenue parmi nous dans ce direct, en direct de Béchar, sur votre émission préférée Bonjour d'Algérie sur Canal Algérie. Comme chaque jeudi, nous avons le plaisir de vous accueillir pendant 1h30, de 8h à 9h30. Et nous sommes le jeudi 28 novembre 2024. Je vais avoir le plaisir de recevoir plusieurs invités. Alors ne changez pas de chaîne, restez avec nous. Vous matinale, de la matinale, pardon. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de recevoir un écrivain, un romancier de la région, Monsieur Bentrice Youssef. Bonjour, bienvenue. Merci. Ravi de vous recevoir. Bonjour, merci. Le plaisir est pour moi. Ah ben, c'est un plaisir partagé. Alors, je voudrais justement savoir, puisque je sais que vous avez commencé l'écriture à très jeune âge, Oui. mais nous n'avons entendu parler de Monsieur Bentrice que dernièrement. Comment étaient les débuts et pourquoi vous avez attendu longtemps avant de commencer la publication? C'est la question qui revient tout le temps. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Parce que bon, maintenant j'ai 71 ans, donc ça fait que c'est quand même un peu tard. Mais j'avais commencé l'écriture quand j'étais au lycée, à l'âge de 13, 14, 15 ans. Mais c'était de l'écriture, bien sûr, d'adolescents, l'écriture qui ne durait pas longtemps, de l'écriture que j'écrivais, que je détruisais, sans aucun espoir de pouvoir. Et d'ailleurs, c'était des petits textes, des petits textes d'action en quelque sorte. Et après avoir pris la retraite, on n'a plus rien à faire. Donc, au lieu de passer le temps à jouer au domino, à passer le temps au café, etc., j'ai préféré m'adonner à mon violon d'inque en quelque sorte, qui est l'écriture. J'ai écrit. Il y a certains textes que je n'ai pas édités, qui sont encore dans mon disque dur, que je n'éditerai pas parce que généralement je n'aime pas écrire sur la réalité, sur la vie courante. Ouais. Et donc je préfère l'imaginaire, c'est beaucoup mieux. Et donc les que j'ai écrits, c'était des trucs qui avaient rapport avec ma vie, avec la vie autour de moi, etc. Donc ça, ce n'est pas... Et à partir de 2015, j'ai commencé à écrire en espérant trouver un éditeur. Parce que comme vous le savez, en Algérie, l'éditeur, c'est pas facile du tout. C'est pas un peu difficile, c'est très difficile. Si on n'a pas de recommandation, on n'est pas édité par les vrais éditeurs. Les autres éditeurs, moi je les appelle des imprimeries. C'est des gens qu'on paye pour nous imprimer nos fascicules et qui nous les remettent, et à nous de nous débrouiller avec la distribution pour bon, moi je ne parle pas de vente, je ne fais pas ça pour vivre, alhamdoulilah. Je vis assez bien, je suis retraité, mais quand même, c'est un produit qu'il faut commercialiser en quelque sorte. Je ne dis mettre pas à la portée, on va dire, du lecteur. Du lecteur, oui. Voilà, quand c'est quelque chose est édité, exactement. On cherche à le faire... Bien sûr. Si j'écris quelque chose, c'est pour que les gens le lisent. Le publier, voilà, le mettre... C'est pour qu'il y ait quelqu'un qui le lise. Sinon, ça ne sert à rien. Et donc, j'ai écrit en 2015, j'ai écrit le premier roman que je n'ai pas édité. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, j'étais bloqué. L'histoire est terminée avec peut-être une trentaine de pages. Donc, ce qui fait que ce n'était pas à éditer, c'était juste le volume d'une nouvelle. Ce n'était pas un roman. Oui. Donc, je l'ai laissé de côté et j'ai écrit. Ensuite, j'ai publié le premier, c'était en 2018, je crois. Je l'ai écrit en 2018. Il a été publié en 2020. Le cœur et le corps. C'était une histoire qui est un peu, qui comporte un peu de tabou. Et donc, c'est pour ça que j'évite généralement d'en parler. Oui. Vous laissez le lecteur la découvrir directement. Tout simplement. Je l'ai écrite parce que j'ai vu quelques trucs qui ne m'ont pas plu dans la vie courante. Et donc, ce livre, je l'ai écrit en 2 mois. Donc, pour moi, c'était un record. Généralement, un livre, ça ne s'écrit pas en 2 mois. Je l'ai écrit en 2 mois, corrigé, tout c'était en 2 mois. Je l'ai publié au 3e mois. D'accord. Ça, c'était la première édition. C'était le premier. Le deuxième, il s'appelle Les yeux de Sadia. Les yeux de Sadia, bon,
Je ne sais pas si je dois raconter son histoire. Bien sûr, allez-y. Non, pas l'histoire Du roman. Du roman, c'est l'histoire du livre, en quelque sorte. D'accord, allez-y. Une nuit, j'écrivais encore sur le cœur et le corps. J'écrivais et il faisait nuit, il faisait peut-être minuit. Je suis sorti du bureau pour aller me coucher. En passant, il faisait tellement noir, je me suis dit, et si par hasard l'un des personnages se présentait devant moi maintenant. Voilà l'imaginaire d'un écrivain. Ensuite, je me suis dit, tiens, c'est une très bonne idée. Alors, je vais l'exploiter, cette idée. Et c'est ce que j'ai fait avec les yeux de Sadia. La naissance du deuxième bouquin à partir du premier. Voilà. J'ai écrit les yeux de Sadia, c'est une histoire, l'histoire d'un écrivain qui écrit un roman, l'histoire d'une femme. Et cette femme, elle commençait à lui apparaître dans le rêve, dans les cauchemars, ensuite dans la réalité, et jusqu'à ce qu'elle se présente devant chez lui et qu'elle frappe à la porte. Et voilà. Donc après, il y a eu le troisième, mais c'est le quatrième finalement qui a eu le prix, qui a fait que voilà, M. Bentry soit reconnu actuellement étant romancier et écrivain. Voilà. Alors comment on est arrivé au quatrième? Le quatrième, bon, c'était... Moi, je voulais avoir, comme tous les écrivains, je voulais avoir ma trilogie. Déjà, Lettre d'inconnu. D'un inconnu. Il y a quelque chose de... Oui, c'est d'abstrait. Au début, c'était de l'abstrait, mais qui se concrétise plus tard. Voilà. Oui. Donc déjà, le titre, il est intriguant. Oui. Lettre d'inconnu. Donc, moi, comme je vous l'ai dit, je voulais avoir, comme tout écrivain qui se respecte, une trilogie. Le premier que j'ai commencé en 2015, et que je n'ai pas terminé, le troisième, qui est Un amour fatal, et Lettre d'un inconnu. Ces trois-là parlent du domaine de l'enseignement. Ça se passe dans un lycée, ça se passe à l'université, etc. Donc c'était pour moi la trilogie. Seulement la trilogie était un peu boiteuse parce que le premier n'était pas édité. Donc il me restait les deux. Le quatrième livre, c'est-à-dire Lettre d'un inconnu, c'est l'histoire d'une femme, d'une jeune femme qui a 43 ans et qui n'était pas mariée parce que sa mère était malade, elle avait la maladie d'Alzheimer. Et donc Alzheimer, comme on le sait tous, c'est une maladie qui complique la vie, qui nécessite beaucoup de surveillance, beaucoup d'efforts, et cette bonne femme, c'était une professeure d'université. Et à part ce qu'elle faisait à l'université, le reste, elle passait à la maison avec sa mère parce qu'elle ne voulait la laisser à la merci de personne. Elle avait une belle-sœur, la femme sœur-frère, mais elle ne voulait pas la laisser s'en occuper parce qu'elle était certaine qu'au bout d'un certain temps, elle en aurait marre. Et donc, elle va la délaisser. Donc, elle a préféré s'en occuper elle-même. Et préserver, bien sûr, la dignité de sa maman. Certainement, c'était surtout ça le clou de l'histoire. Donc, après 7 ans de maladie, elle est morte. Et quand elle est morte, elle s'est retrouvée comme ça, la professeure, elle s'est retrouvée comme ça, sans rien du tout. Elle pensait n'avoir plus d'avenir. Il n'y avait plus personne qui venait frapper à la porte pour demander sa main. Et donc, automatiquement, un matin, en sortant de cours, elle trouva une petite lettre rose, bien faite, très charmante, etc., dans un arrêt de bus, et qui parlait de belles choses de la vie. C'est-à-dire, c'est une lettre d'anniversaire, une lettre écrite à quelqu'un à l'occasion de son anniversaire. Bien sûr, quand on lit, on sait que la lettre a été écrite par un homme pour une femme. Et donc, elle a cherché qui l'a écrit et pour qui elle l'a écrite. Il n'y avait rien, ni destinataire, ni expéditeur. Elle l'a pris, l'a mis dans son sac et elle a commencé à la lire de temps en temps parce que c'était écrit d'une façon très, très, très romantique. Et donc, automatiquement, elle avait envie de la relire. Elle la relisait à chaque fois. Et ça fait que ça a réveillé en elle ses sentiments, ses anciens. Elle est redevenue une sorte d'adolescente encore plus qu'une femme. Oui. Et c'est comme ça que par la suite, elle a trouvé une deuxième lettre au même endroit, mais celle-là, elle était datée. Donc elle a vu qu'elle était datée ça faisait très longtemps, 8 ou 9 ans, je ne me souviens pas.
mais ça faisait très longtemps qu'elle a été écrite. Et donc, elle se demandait pourquoi la destinataire jetait ses lettres. Mais ça, pour elle, c'était encore un truc pour accentuer ses sentiments. Et en lisant ces lettres, elle imaginait des choses. On ne va pas griller la fin, on va laisser non, les téléspectateurs... pas la fin du tout. Voilà. Pas du tout. Moi, Exactement, on va laisser les téléspectateurs aller chercher la fin. Tout ça, c'est le début de l'histoire. C'est même pas 20 pages. Voilà. On n'arrive pas à la fin. Non, je ne risque pas de griller la fin. Surtout, c'est une fin qui est assez spéciale. Exactement. Vraiment quelque chose de très, très, très spécial, inattendu. Voilà. Et donc, je ne risque pas. Donc, en imaginant ces trucs qu'elle lisait, qu'elle croyait, qu'elle pensait être pour elle, c'était des lettres pour elle, elle revivait certaines aventures on ne peut pas parler d'aventure. Des histoires qu'elle a vécues. Voilà, exactement. Parce que quand on dit aventure, il y a quand même des choses pas correctes. Bon, donc, elle revivait ce qui s'est passé pour elle. Il y avait un collègue qu'elle avait toujours rejeté, mais qu'elle aimait. Elle l'aimait, mais à cause de sa mère, à cause de la maladie de sa mère, elle ne voulait pas s'en défaire. Elle a mis ses sentiments de côté, donc elle s'est sacrifiée. Voilà. J'arrête ici. Très bien. Voilà. Ah ben pour ceux qui veulent la fin, ils n'ont qu'à acheter le bouquin. Tout simplement. Et voilà, c'est le livre qui a valu deux prix, je pense. Deux prix, oui, le prix du roman. En 2021. Oui, en 2021, oui. Le prix du roman, le premier prix du roman, et le grand prix de la journée du manuscrit. Et c'est à partir de là qu'il y a eu un grand tournant dans la vie intellectuelle et culturelle de l'écrivain. Voilà. On va s'arrêter un petit moment, chers téléspectateurs, avec ce VTR réalisé par notre collègue Dunia Noueli et interprété par notre collègue Jawida Bab Ahmed. Et on reviendra pour continuer ce débat. C'est l'histoire de Radia, une jeune fille de 40 ans, qui après le décès de sa mère, s'était résignée à vivre J'espère de tout cœur que les maisons d'édition nationales s'intéressent aussi à ce livre. Sa publication ici est trop demandée par les lecteurs algériens. Un succès qui fait la fierté de tout écrivain algérien et qui témoigne encore une fois des talents en matière d'art et de culture que nous cache la vallée de la Saoura. Et voilà, donc c'était une petite introduction de Monsieur Bentrice, comment il avait commencé les livres. On est à 6 publications jusqu'à présent. On vous souhaite encore davantage de publications et justement en Algérie en particulier, pour qu'on puisse justement trouver la disponibilité du livre. J'essaie. J'ai envoyé ce lettre d'un inconnu à un éditeur algérien. Je ne sais pas, jusqu'à présent, je n'ai pas eu de réponse. Ah ben, Inch'Allah, j'espère qu'on sera agréablement surpris de savoir que voilà, ça a été accepté et on reste optimiste. Justement, on n'arrive pas à le trouver sur le marché algérien. Il n'y en a pas. Voilà, malheureusement. Mais on espère quand même le retrouver en version électronique, sinon qu'il y ait d'autres publications en Algérie. Donc, après ça, il y a eu deux autres titres. Oui. Donc, en particulier, on va dire le quatrième, donc le cinquième. Le cinquième, c'était Romance. Bon, celui-là, il a une petite histoire, parce que Romance du Melhoun, moi, j'avais l'intention d'écrire 3 livres. OK. Le premier, c'était le Harraz, celui-là. Le deuxième, c'était Khalkhal Aouisha.
et le troisième, c'était le Gnawi. Ce sont trois histoires. Bon, le Khalkhalawiyya, c'est pas tellement. J'ai l'impression qu'on est dans le style Diwan, Gnawi et chansons. C'est du Diwan, Voilà. du Melhoun. Et ça relate l'histoire de Le Harraz, par exemple, je ne vais pas expliquer la chanson, ni le poème, ni le. Ce que je fais, j'ai pris cette histoire, je l'ai tissée en imaginaire. C'est-à-dire, j'ai fait toute une histoire concernant le Harraz, concernant la prisonnière du Harraz, celui qui voulait la délivrer, etc. Mais ce n'est pas ce qui est chanté dans la chanson. C'est la même chose, ce sera pour Khalkhalawiyya qui est en pleine écriture. Et le troisième, ce serait le Gnawi. Celui-là, c'est une histoire très très triste et elle me tient à cœur. Donc je vais essayer de forcer un peu sur les sentiments. D'accord. Donc, bien sûr, c'est. Pourquoi ce changement? C'est pas un changement, c'est juste, c'est le cours de la vie. D'accord. C'est le cours de la vie. Les hauts et les bas de la vie, voilà. Moi, tout simplement, c'est pas un changement. Je m'arrête à ces trois-là, en ce qui concerne le Melhoun, et je reprends parce que mon dernier roman, il est encore dans mon disque dur. Il est terminé, corrigé, tout ce qu'il faut. Il n'est pas encore édité, c'est tout. Donc c'est un truc qui parle. J'avais commencé à parler de ça. C'était le roman de 2015. Ah d'accord. Qui revient. Un jour, en fouillant dans mon disque dur, je l'ai trouvé. Je l'ai relu quand même. Ça m'a fait de la peine de jeter autant de trucs. D'efforts. Ouais, ça me fait de la peine. Et donc je me suis dit qu'il va falloir que je le termine. Alors j'ai arrêté ça et j'ai créé une deuxième partie. Très bien. Qui a relation avec la première. Et là, je crois que ça va faire 240 pages à peu près. 230, 240 pages. Et il sera publié peut-être incessamment, je ne sais pas. Inch'Allah, c'est tout ce qu'on vous souhaite. J'ai un autre qui est à environ 15 000 mots à peu près, qui n'est pas encore fini, qui ne sera pas fini d'ici peut-être une année, parce que c'est un roman qui parle d'une histoire sentimentale qui se passe entre Béchar et Kenaza. Mais c'est surtout pour parler de Kenaza, pour parler de l'histoire de Kenaza, des traditions, de la culture, de tout ce qui concerne Kenaza. Donc justement, ce qu'on remarque, c'est qu'à travers vos écrits, vous essayez de transmettre toute une culture. C'est pas uniquement l'histoire, c'est tout ce qui est de la culture sud-ouest, de la région de Béchar, de Kenaza. Oui. Vous interprétez les sentiments, les relations familières, tout ce qui en suit. Et quel est le but derrière vos écrits? Est-ce que vous avez quelque chose de bien précis ou vous écrivez juste pour le plaisir? Bon, pour le plaisir, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'on écrive pour le plaisir, parce que sinon, s'il n'y a pas de plaisir, on ne peut rien faire. Mais ce n'est pas uniquement ça, c'est que j'ai des trucs des messages à transmettre et des problèmes à corriger, si je peux. Mais il faudra que le lecteur soit assez vivace, si je veux dire, pour comprendre ce que je suis en train de lui transmettre comme problème à corriger. Je ne dis pas carrément nous avons constaté ceci et cela, et messieurs, vous essayez de donc j'essaie de glisser tout doucement dans l'histoire les petits problèmes qui existent entre les gens et que j'espère qu'ils seront réglés. Les grands écrivains à travers l'histoire, ils ont tous essayé de redresser la société à travers les écrits. Quoi que soit en sarcasme, en tragédie, en plusieurs façons, mais le but a toujours été de nous faire rire de nos erreurs et essayer de corriger ce qu'on peut corriger les problèmes. C'est ce que j'essaie de faire. En tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de courage, de réussite, à d'autres prix, Inch'Allah, et j'espère retrouver tous vos livres sur le marché algérien en particulier. Et si vous avez un dernier mot à nous dire. Je crois que j'ai dit tous les mots que j'avais à dire. Bonne chance, bonne continuation. Et j'espère vous retrouver dans d'autres plateaux avec d'autres éditions, Inch'Allah. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce petit premier plateau. Je vous laisse avec cette chanson et nous reviendrons pour recevoir notre prochain invité. والعيون بزينها سكروا سألت جاوبوني وقالوا لا لا دار الصعيب
غيدبح بالسيوف شفارو حين سألت جاوبوني وقالوا لا لا دار صعيب غيدبح بالسيوف شفار. كنا حيين انا وصحابي نقصر وحين جات حكمت علينا بالممات ما قال موات ما يهضروا. كنا حيين انا وصحابي نقصر حين جات حكمت علينا بالممات ما قال موات ما يهضروا. الله لسانو يخبر هذا قمر ولا بشر انا عيوني حارو ولا دي حمامة ولا غزالة والعيون بزينها سكروا. حين سألت جاوبوني وقالوا لا لا دار صعيب الحبيب يذبح بالسيوف شفارو. حين سألت جاوبوني وقالوا لا لا دار صعيب يذبح بالسيوف شفارو. غير منه القمر ما نمشي للريال من منه غارو. ونبهاه غير منه القمر او ما نمشي للريال من منه غارو. حين سألت جاوبوني وقالوا لا لا دار صعيب الحبيب يذبح بالسيوف شفارو. ولا لسانو يخبر وعلاش المحبوب يقتل في حبابه. ولا لسانو الخبر وعلاش المحبوب يقتل في حبابه. جاوبوني وقالوا لا لا دار صعيب. حين سألت جاوبوني وقالوا لا لا دار صعيب.
voilà, c'était une belle chanson de la troupe Caméléon. Nous allons recevoir notre prochain invité justement dans Écume et Patrimoine. Restez avec nous. À mes côtés, le professeur universitaire, Monsieur Hamouine Youssef, Abdelmajid, pardon. Donc, bonjour, bienvenue. C'est un architecte à l'université de Béchar, Tahri Mohamed, qui va nous parler justement de l'architecture d'Exor de la région sud-ouest de Béchar. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Tout d'abord, je dois corriger une chose. Je ne suis pas architecte, je suis un ingénieur d'origine de formation. Certes, je fais l'enseignement de l'architecture au département d'architecture. Je suis trop impliqué là-dessus, mais je ne le suis pas. Alors, Allah Ibarak. Voilà. Bienvenue en tout cas, ravi de vous recevoir. Pour commencer, si vous pouvez nous dire quelque chose sur la particularité de l'habitat traditionnel, en l'occurrence l'Exor de la région sud-ouest. En fait, il faudrait dire qu'au niveau du sud-ouest algérien, on dispose d'une riche quantité très très importante d'Oxor. Oui. Et que ce soit dans la région de la Saoura ou la de Touet, il y a une population assez importante dans laquelle on constate une diversité d'Oxor. D'ailleurs, même dans la ville de Béchar, on dispose de deux, celui du centre-ville ou de Ouakda, et celui aussi qui sont à peu près 100 km, l'Oxor du Nord. Là, on envisage les Ahmar Moura bien voilà. sûr. Oui. Et ceux du sud, ça va vers Tarit, Zawiya. Voilà, toutes ces variétés jusqu'à Bni Abbas. Exactement. Donc voilà, en fait. Jusqu'à la région de Timi, Montouet et tout ce qui en suit. Donc, alors à partir ça n'arrête pas. Voilà, c'est notre région. Oui. Mais bon, d'ailleurs, ça, il faut jamais l'oublier. Ah oui, et Ah oui. comment Et donc, Ksar Bni Wennif. Donc c'est une carte établie de la région, pleine d'Oxor et pleine de diversité, parce que chacun il a sa particularité. Tout à fait. Et ça fait partie de l'identité justement culturelle de la région de Béchar et du sud-ouest en particulier. Alors, quelle est la particularité d'Exor en architecture, en matière première, en design, on va dire? En parlant de la particularité des ressorts de la région de Béchar, vis-à-vis du côté géographique, c'est leur position, qui est obligatoirement à côté de l'Oasis, source de vie, l'eau et la palmeraie. Secondo, il y a le côté élément constructeur qui est la base, la dope, là où on trouve tous les ressorts construits de la même matière. Pas de la même manière, mais de la même matière qui est la dope. Pour sa particularité aussi, on en trouve pas mal d'éléments constants ou qu'on appelle invariants dans toutes les variétés des ressorts, Rahba, le Jama, Derb, et aussi là où on trouve des répartitions tribales dans lesquelles on en trouve des groupements de familles dans chaque ressort. Ça, c'est la particularité des ressorts du sud algérien. C'est identique partout, que ce soit à l'est ou à l'ouest. Généralement, c'est bien sûr le sud. Et parlons de la matière qui est en adobe, c'est réalisé à partir de la terre. La terre qui est en source de construction, on l'utilise avec de l'eau, bien sûr, et on en fait cet élément. À partir de cet élément, taupe plus taupe, ça fait un mur et ça fait en fait toute la construction avec. Ce qui est beau dans la construction justement d'autrefois, c'est qu'il y a l'intimité tout en gardant un aspect social, sociétal, familier. Donc, ils ont réservé des espaces de manière très intelligente à être en même temps, c'est-à-dire intime et en même temps familier. Comment ils ont réussi à avoir ce beau mélange? Alors, ce qui n'est pas évident. Hein. Pour cela, il y a l'entrée en chicane, c'est-à-dire l'étranger ne peut pas accéder à tous les espaces. Il est limité. D'ailleurs, chose qu'il faudrait bien dire, même dans la société actuelle, on garde pas mal d'éléments d'intimité. Lorsqu'il s'agit d'un invité, on lui amène. C'est très particulier, c'est-à-dire la salle de bain
vient à sa place. C'est-à-dire, lui, il ne bouge pas. Et donc, passe pour se laver la main, manger. Il est toujours dans sa place sans qu'il ait le droit d'aller ailleurs ou autre. Donc, sans lui faire sentir non plus. Il est comme quoi bien accueilli, voilà, comme un roi. mais très, très dans un endroit bien limité. C'est-à-dire que l'intimité de la maison, et même dans l'ordre des chambres, des espaces, l'accès à la terrasse commune, il y a quelques éléments qui se répètent d'un ksar à un autre. Alors là, mais... il y a une chose qui me tient à cœur, c'est Ouais. que le qsor, c'est-à-dire le bâti, ça vous appartient, la surface, mais pas la hauteur. Exactement. Il se peut qu'une chambre du voisin, elle est au-dessus de votre appartement. Bon, c'est une longue histoire, mais c'est réel. Ça existe et en quelque sorte, la construction, elle est en 3 dimensions. On a le droit d'aller dans les 3 dimensions sans aucun Mais ça problème. fait rappel aussi aux grottes, c'est-à-dire l'être humain quand il avait habité les grottes et qu'il y avait des trous. On arrive à trouver ce déplacement d'une grotte à une autre, que les espaces sont un petit peu... Parce qu'il y a même le ksar qui était sur le chemin de la Zawiya, en face de la palmerie là, qui était en hauteur à Tarit. Il est carrément détruit, carrément, il n'en reste Oui. plus rien. Sur ça, en fait, j'avais mentionné une remarque. Presque partout les ressorts, on trouve des ruines de construction de ressorts avec de la pierre. Oui. Là encore, c'était très différent de celui du ksar de la ville de Tarit. Et là, on n'a pas de traces ni d'histoire là-dessus. Malheureusement. Parce que ça vient de très très loin. Parlons de ressort de Tarit, il va vers plus de siècles. Alors de celui-là, on n'en sait jamais quelle est son histoire. Il a aussi une particularité différente. Il n'est pas en proche de l'Oasis, c'est un peu loin. Il a sa particularité de la base de construction étant la pierre. Rocheuse. Voilà, exactement. la roche directement. Pas la roche taillée, elle est directement... Les puits qui s'infiltrent à l'intérieur de la montagne, qui vont jusqu'à Alors, parlons épuiser l'eau. des C'est puits. vraiment différent. Parlons des puits. Il y a certains ressorts qui disposent des puits au niveau du ressort, d'autres, que ce soit dans la Rahba ou là, juste en proximité. Et donc, là aussi, il y a toute une organisation. Ce n'est pas le système de Fogara, mais comme le cas de Qsar Moural, il y a une sorte qu'on a la montre solaire. C'est avec, Oui, la montre avec solaire, l'ombre, exactement. Avec l'ombre, La on fait répartition d'eau, répartition. des moments, des... Et ça montre le génie qu'il y avait. C'était toute une organisation. C'était pas Hakda, aléatoire. oui. Oui, pas du tout aléatoire. Tout était étudié, bien réfléchi. Et c'est du génie, comme vous l'avez bien mentionné. Effectivement, je parle en embranchant dans le génie. On a prélevé au niveau de laboratoire dont je dirige les recherches sur la restauration et la construction en terre crue. On a fait des prélèvements de l'adobe, d'un des ressorts de la région qui est Mourel, et on a fait des tests, comme on fait n'importe quel test de matériaux de construction. On a constaté que déjà le prélèvement était bien choisi, c'est-à-dire comme pour construire un bâtiment, il faudrait faire une étude topographique, une étude géotechnique pour avoir le site de construction. Et le choix était... Qui est-ce qui était derrière? On ne le sait jamais. C'est vrai, on a appris que pour les ressorts, il y a ce qu'on appelle le MLM. C'est lui l'architecte, c'est lui l'ingénieur, c'est lui qui faisait la construction. Et donc ce choix-là, on a pris des échantillons au niveau du laboratoire, on a fait des tests et on n'a pas trouvé mieux que cette position, ni aussi la composition de terre. Alors c'était le début de faire rentrer le ressort dans le laboratoire et faire des tests. Des tests dans le sens physique, mécanique et même chimique pour voir toutes ces caractéristiques et voir s'il est possible de les améliorer. Alors pour cela, avant de parler de les améliorer, on parle des dégradations parce que c'est l'état réel des ressorts. Là où on est, c'est un état lamentable. C'est des ruines et il faut saluer en parallèle à notre ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Culture, qui a pris en charge les opérations de restauration des ressorts, qui a donné pas mal de souffle à ces ressorts,
mais manque de spécialistes, manque d'experts. De main-d'œuvre qualifiée, on va dire. Justement, on va continuer le débat en revenant sur l'apport de l'université et de l'académie, justement, du ministère de la Culture, de la tutelle. Je vous laisse vous apprécier ce Ksar Dra' de Timimoun, invité réalisé par notre collègue Mina Al-Araj, interprété par Jawida Baba Ahmed. Entre ces belles dunes de sable, à couper le souffle, se trouve le château L'Énigme, connu sous le nom de Qasr Dra'. Plusieurs histoires mystérieuses se sont tournées autour de lui, ce qui fait de lui, depuis un moment, la première destination touristique à Timimoun, malgré que le chemin qui mène à lui semble être très rude et difficile. La construction de cette tour ou ce château est typiquement arabo-amazigh, à double paroi. Il se compose de 3 étages et un lieu de culte. 3 طوابق أساسية وكذلك يوجد فيه مصلى. النمط المعماري الدائري هذا من القصور موجود كثيرا في الصحراء لأن النمط المعماري هي من. Ce style architectural de forme ronde, on le trouve beaucoup au Sahara. De plus qu'il soit un système de défense génial, il protège les bâtisses des vents de sable très violents. Que fondaient les autochtones à l'époque. على نتح الرياح لأن النمط الدائري لأن الرياح سوف تدور على هذه العمارة وسوف لن تؤثر عليها من الناحية الفيزيقية. Avant l'arrivée des 4x4, ce sont seuls les nomades qui connaissaient ce lieu fantastique. L'atteindre, c'était presque impossible. C'est fantastique, je ne pensais pas qu'on pouvait trouver ça en plein milieu du désert. Je suis une plongeuse et normalement je vais toujours à des endroits où il y a de la mer. Et là dans le désert je n'en trouve pas, mais c'est extraordinaire. Il nous a fait découvrir des lieux magnifiques, notamment celui-là, Il en reste encore. qui est assez exceptionnel. Le désert rappelle toujours, il nous rappelle tout le temps. Et je fais beaucoup de photos. Et ces photos, j'ai l'intention de les partager avec mes compagnons et compagnes. C'est le début de la saison estivale au sud. Comme vous le voyez, nous sommes en compagnie de touristes venus de partout du monde. On les fait découvrir plusieurs sites extraordinaires, un dépaysagement total. Qasr Dra' est désormais fait partie de la liste du patrimoine national du ministère de la Culture et des Arts de cette année. J'ai découvert Timimoun, je ne savais pas que c'était aussi grand, c'est magnifique. Je trouve que la ville est très tentaculaire, il y a beaucoup de choses. Mon compagnon est algérien, il vit en France et j'ai toute ma belle famille qui vit en France, qui est d'origine algérienne. Et ma belle-sœur a fait un voyage il y a 5 ans et elle a fait ce circuit et elle nous a dit, enfin les Français, ils étaient 19, étaient très contents de venir visiter Timimoun. Donc on s'est dit, on va amener d'autres Strasbourgeois ici. Et donc on est arrivé hier à Timimoun. Et donc depuis, on s'en met plein les yeux. Hier soir, on a fait une très belle promenade dans un ksar à côté de Timimoun. Je ne me souviens pas du nom. Et puis aujourd'hui, on est parti pour le vrai désert. Donc merci à votre gentillesse à tous
c'est formidable l'Algérie. Et voilà de charmants témoignages de la construction de l'endroit, de l'originalité du désert algérien. Je reviens vers vous, chers invités. Alors, pour parler de l'apport académique, d'un point de vue académique, quel apport apporteraient les deux structures, que ce soit l'université comme ministère de l'enseignement et de la recherche et le ministère de la culture, dans l'intérêt de la restauration et de la préservation de ce patrimoine? Très bien, c'est que en fait cette opération de restauration, de prise en charge des monuments historiques tels l'Iqsor était une opération lancée par le ministère de la Culture. Oui. Et ça a été dans un début bien réussi, puisque ça donnait beaucoup d'ampleur et de vivacité de ce genre de construction. Ça a donné quand même un souffle. C'était, faudrait le dire, c'était des lieux abandonnés. Oui. Et Pendant longtemps. Le fait qu'ils soient abandonnés, ils se dégradent automatiquement par les effets de la nature, que ce soit l'air, l'érosion ou même l'eau. Alors pour cela, donc on a essayé d'apporter au niveau de l'université, de notre côté, notre rapport scientifique pour améliorer, bien sûr au début connaître ces caractéristiques, et par la suite améliorer ces caractéristiques, surtout mécaniques, pour endurer la vie de l'adobe. La vie de l'adobe, ça veut dire la vie de Iqsor. Et donc, pour cela, il y a eu pas mal de recherches, de publications, même des thèses de doctorat qu'on en a établies au niveau du laboratoire L'Archipel. Et donc, ça a donné quand même des résultats. Et on est allé encore plus loin, dans le sens où on rajoute des additifs, tels que la fibre de palmier, dattier, comme étant un élément essentiel pour éviter la pulvérisation de l'adobe, pour encore changer ou plutôt modifier la composition du stabilisant qui était à l'époque la chaux éteinte, traditionnellement réalisée. On est allé à rajouter de la chaux industrielle et aussi du ciment blanc. Bon, le ciment blanc ou d'autres ciments, c'est en fait le plus adapté de couleur, parce que si on rajoute un ciment normal, il change de couleur de l'adobe, automatiquement tout ça va changer. Donc c'est pour ça qu'il y avait ce choix des éléments additifs pour voir ces caractéristiques. Pour cela, il ne fallait pas oublier, chose que tout le monde en parle, le confort thermique. Dans ces Iqsor, et là, il fallait faire aussi des tests pour voir si on peut avoir encore plus de performances thermiques dans l'Iqsor. Certes, il y a l'aération, mais il y a aussi l'isolation. Surtout avec le réchauffement climatique, c'est plus les températures d'autrefois. Effectivement, il y a un microclimat à l'intérieur d'Iqsor qu'on ne peut pas l'imaginer. Il n'y a pas de climatiseur, il n'y a pas de ventilateur. Il y a tout un dispositif naturel qui rayonne et qui permet d'avoir cette fraîcheur l'été et cette douceur l'hiver. C'est très magnifique. Si on veut encore aller plus... L'éclairage aussi, le choix de l'entrée de... L'éclairage, c'est vrai. Beaucoup de gens se posent la question, vous parlez des droupes qui sont avec du plancher, mais donc l'éclairage d'où ça vient? Eh bien, il y a des ouvertures qui permettent de repérer les gens à l'intérieur. Certes, c'était à un moment donné difficile pour l'étranger, mais c'était très bénéfique pour Tawara al-Jazairiya. Oui. C'était quelque chose de magnifique qui permettait à al-Mujahideen de circuler librement en toute sécurité. Et on revient au point, construire 3 dimensions, c'est que ça le permettait de changer d'une maison à une autre. Exactement. Sans qu'on peut le constater. Repérer. Ouais. Ça, c'était parmi les points forts des Iqsor, qu'on essaye de les développer, voir qu'est-ce que ça a donné. Un autre paramètre que la collègue a évoqué lors du VTR, les formes arrondies justement pour affronter les vents, surtout les vents de sable de la région, les vents forts. Donc déjà, ces mouvements, ces clôtures extérieures, les deuxièmes clôtures de chaque Iqsar, on voit sur un plan sécuritaire déjà, il y a la clôture, mais même le choix circulaire, ça a un grand sens.
Alors, ça, c'est ce qu'on constate actuellement sur les voitures aérodynamiques. Exactement, tout à fait. Ça permet d'éviter ou de minimiser le frottement de l'air avec le solide. Tout à fait. Alors, ce frottement de l'air avec le solide, ça se passe aussi pour les constructions en terre. Tout en sachant que l'adobe, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment solide. Voilà, fragile déjà. Donc, les grains de sable, les grains de terre peuvent se détacher par l'effet du vent et aussi l'érosion. Sur ce sujet, parce qu'en fait, l'effet du vent, on ne l'a pas encore traité pour voir même des tests expérimentaux. On parle de l'expérimental, pas de théorie. C'est des tests qu'on fait. L'érosion de l'eau pour l'adobe, c'était toute une thèse. C'était avec des essais. On est arrivé à avoir des compositions qui permettent d'améliorer cette qualité lors de la pluie. Parce qu'en fait, c'était le grand défaut après la restauration de sol. Là où il y avait on n'a la pas pluie, calculé comment. Voilà. Donc, c'est très, très important de traiter tous les points pour vraiment parler de l'adobe. Et je suis peut-être militant pour construire en adobe, construire en terre crue, mais il faudrait qu'on améliore sa qualité pour permettre d'avoir ce qu'on appelle les constructions de terre crue contemporaines. J'en ai vu des modèles, ce n'est pas s'ennuyer, ça existe à Genève, des constructions en terre en plein centre de la Suisse. Voilà, quand on veut, on peut. Oui. Puis il y a un autre volet aussi, les eaux usées, comment ils avaient choisi la circulation des eaux propres avec les eaux usées. Il y a les constructions d'autrefois, ils ont bien choisi les canalisations pour que ne pas il y ait justement cet échange entre eau propre et usée. Ok, parlons de l'assainissement. La terre, c'est un élément qui nettoie l'eau, quelle que soit. Oui. Donc le fait qu'elle absorbe de l'eau et ça va vers les nappes. Et donc les nappes phréatiques, soit ça va vers la rivière, l'Ouette, soit vers comment ça s'appelle l'Oasis. Et sinon, il faudrait bien éviter le puits. C'est là où on consomme directement. Exactement, on épisonne l'eau. Alors, vous me dites, bon, les grands besoins, il y avait la Matmora. L'eau usée, il n'y avait pas de dalle de sol, il n'y avait pas de calgage. Exactement. Donc l'eau est absorbée automatiquement par la terre. Et c'était... Mais le choix des canalisations, comment les faire extérioriser du XAR, c'est jamais l'entrée de l'eau douce qui existe, jamais à côté des puits, jamais... C'est toujours réfléchi, jamais aléatoire. Il y a par exemple au niveau de Rsal Ahmar qu'on avait bien étudié, il y a une certaine pente. Exactement. Pente qu'on en trouve le Sahara lorsqu'il y a vraiment les averses importantes. Ça va se canaliser vers la palmeraie. Pareil pour le Tarit aussi, le Xar de Tarit. Le Xar de Tarit, j'avais dit tout à l'heure que chaque Xar il a sa particularité. C'est un Xar qui est un peu spécial. Il est au-dessus de la palmeraie. Et la palmeraie, une belle vue d'ailleurs, très belle vue. Oui. Sécurisée avec sa hauteur, voilà. On a un œil sur la palmeraie. On parle beaucoup de sécurité, mais on n'a pas de traces. On parle aussi de la tour, comme les châteaux de l'Europe, pour sauvegarder, pour maintenir la sécurité. Peut-être il y avait des guerres, mais tant qu'il n'y a pas d'écrit, on ne peut pas en parler. Mais c'était un lieu de sécurité, parce qu'en fait, l'étranger ne peut pas accéder de guerre, facilement. Il peut y avoir des animaux sauvages, il peut y avoir des attaques. C'est-à-dire que l'être humain, il avait toujours cette peur de l'autre et il se mettait toujours à l'abri. Même en habitant les grottes, il avait cette habitude de prendre des endroits un peu élevés, non? Donc, vous parlez trop des grottes, ça n'a rien à voir. Mais je m'inspire, c'est-à-dire que l'idée par rapport à la hauteur... La grotte, on a déjà un élément et on enlève pour construire. Oui. L'adobe, on met pour construire. Ben oui, évidemment que ce n'est pas la même chose. Ok, donc le fait que vous êtes en train de mettre quelque chose, c'est votre choix, votre goût et votre design qui fait cette construction. Mais par rapport à quoi? Il faut toujours s'inspirer de quelque chose. D'où leur venait l'idée, déjà le choix de l'endroit et puis le design, c'est-à-dire là... Alors, pour le choix de l'endroit, on en a parlé. Bon, l'eau, c'est généralement on suit l'eau. Pour ce qui est à l'intérieur, c'est la fonctionnalité. Il faudrait trouver quand même un endroit
pour cuire. C'est si on peut Cuisine. la cuisine. Et il y a aussi bit il n'y avait pas de frigidaire, il y avait tout un système de conservation. Exactement. De blé, de toute variété, de bit Et par la suite, il y a bit diaf, on en a parlé tout à l'heure. Et sinon, c'est des chambres d'intimité, que ce soit pour les parents, là, les enfants, ou là, les filles, les garçons, là, les filles. Sans oublier les endroits de culte aussi. Tout était à l'intérieur. Alors, les madrasas coraniques, on manquait de rien à l'intérieur. Alors, bon, la mosquée, c'est quelque chose de base. Primordial, ça c'est sûr. On la trouve soit au centre, soit à l'extrémité. Et là, ça se traduit par l'ancienneté de Rsar par rapport à l'islam. Il y a aussi Makan Rahba, voilà, Rahba. Oui, l'endroit où se retrouver. Où toutes les décisions se passent pour l'Aqsar. Et donc, c'est. Il y a aussi la porte. Généralement, il y avait des clôtures pour l'accès. C'est vrai, l'accès principal à l'Aqsar. Ça se ferme, puisque c'est pour la sécurité, c'est sûr. Et c'est une porte principale, très très grande. Que ce soit où vous en trouvez, ça dépend en fait. Accès à la palmeraie, accès de l'extérieur provenant de Sharq ou l'Al-Gharb. Et donc, chaque Qasr, il a ses propres orientations d'ouverture vers l'extérieur. Merci pour toutes ces explications, toutes ces informations. Nous allons nous arrêter encore une deuxième fois avec ce VTR de notre collègue Jawida Bab Ahmed, qui nous parle des maisons de hôtes de Timimoun. Et on reviendra pour continuer le débat. L'Oasis Rouge ou Timimoun, une des plus belles destinations touristiques en Algérie. Réputée par ses belles palmeraies qui entourent de très jolies bâtisses en terre de couleur ocre rouge, elle fut la source d'inspiration de plusieurs investisseurs en hôtellerie et maisons d'hôtes. قبل ما يكون فندق ولا قرية سياحية ولا مؤسسة فندقية هو وجهة سياحية لتيميمون. Avant de réaliser cet hôtel ou ce village touristique ou institution hôtelière, comme vous le voulez, ce site était une destination touristique très demandée, grâce aux services luxueux offerts aux visiteurs. Il y a tout ce qu'il faut pour passer un séjour inoubliable. La restauration, les salles de conférence, les randonnées touristiques, plein de belles choses. يديروا فيها المؤتمرات، التكوينات، الاجتماعات، ونديروا الخرجات السياحية. Des services d'hôtellerie de haute gamme fut le régal de tout visiteur en quête de quiétude et sérénité au sein de beaux paysages paradisiaques que leur offre l'Oasis Rouge. Cette maison est construite à base de terre, argileuse, siliceuse. C'est une fusion entre le contemporain et le traditionnel. Les visiteurs préfèrent beaucoup plus ce genre de résidence. كاين إقبال كبير من الجالية الجزائرية في الخارج وإحنا ما كناش. Nous recevons beaucoup plus la communauté algérienne à l'étranger. Avant d'investir en tourisme, nous avons au début investi dans l'agriculture. À 70 km d'ici, nous avons acheté une palmeraie à Tinerkouk. Nous avons également acheté cette maison pour veiller plus sur notre palmeraie et voilà. La palmeraie.
J'aime le silence de cette région-là et je me mets dans l'élément, avec le vent, le sable, la terre et la matière qui est autour de nous, qui nous entoure. Ce site est magnifique. On s'est baladé, on a pu marcher pendant 1 heure. On a vu la forteresse qui est juste là, l'ancienne forteresse et les ruines. Donc c'est très beau. Et là, on a pu voir le coucher de soleil. Donc c'est des souvenirs incroyables. Mais voilà un très beau coucher de soleil. On a remarqué les couleurs chaudes qui reflètent la chaleur du sud et l'hospitalité aussi du désert. Toujours inspiré des mêmes matières, des matières nobles, traditionnelles, on va dire les troncs de palmiers, la boue, tout ce qui en suit, et même la laine dont sont construits les vêtements, toutes les commodités. Et on voit une bonne orientation des touristes vers cette nature et ces constructions traditionnelles. Alors, qu'est-ce que ça apporte déjà? L'architecture, qu'est-ce qu'elle apporte au volet touristique? C'est vrai, après les opérations de restauration, il fallait penser à l'après. À rentabiliser, à les faire habiter. Et donc, l'idée ou le paramètre maison d'hôte était très important du moment qu'il reflète, c'est un élément produit de ressorts et c'est un élément représentatif dans lequel il y a... en fait, ça dépend des associations. Lorsqu'ils l'enrichissent avec tout ce qui est artisanal, et tout ce qui est identité de la région. C'est très important d'avoir cette maison d'hôte et c'est le point de départ du tourisme. Parce qu'en fait, si vous avez un touriste qui va visiter, ce serait le premier point de départ. Et au fur et à mesure que les associations qui prennent en charge les ressources prennent cette activité et des fois on en trouve même des musées de présentation, de tout ce qui est artisanal, tout ce qui est produit naturel, des variétés de dates, variétés de En meuble déjà, en commençant par le meuble, déjà, il est meublé en trucs traditionnels. Ensuite, il y a la restauration qui est proposée, c'est des plats traditionnels. C'est-à-dire que c'est tout Pour la menuiserie, ça c'est encore un autre tas, parce que si on va vers au début de la construction, le palmier a été utilisé dans la construction, en fait, que ce soit le plancher ou les poutres, tel qu'il est le tronc de palmier, utilisé pour des éléments horizontaux pour résister tout ce qui est. Et le tronc de gélite, qui est en forme triangulaire, a été croisé pour remplir tout ce qui est plancher et mettre la terre dessus. Ça, c'est la première menuiserie. Par la suite, il y a le mobilier, bien sûr, automatiquement. On utilise de tout ce qu'on dispose comme bois. Et là aussi, ça m'est venu l'idée, sur les toits, il y a j'ai perdu le mot, ça en fait une plante assez importante et dont la termite n'arrive pas à la détruire. Donc elle résiste. C'est pas grave, le mot vous échappe, c'est pas un souci. Mais donc c'est une plante qui résiste à la mythe, donc très bien, oui. Elle n'est pas dégradée. Elle évite, voilà, elle évite. Donc sinon, en fait, dans l'ensemble, si on parle du tourisme pour le sort, ça c'est l'objectif. Avec les maisons d'hôtes et par la suite la restauration des voies et des droupes et prendre encore d'autres éléments, ça permet de développer et de faire revivre les ressorts. Alors, pour revivre le ressort, pas forcément que les gens y viennent. Qu'il y ait une âme qui habite à l'intérieur. Exactement. Une activité, c'est on le laisse lui qui s'exprime par son histoire, par toutes ses activités. Et alors, si vous allez à Aqsar, par exemple, le Aqsar de Qnatsa, on parle de droup avec la fonctionnalité. C'est-à-dire, c'est des voies avec des noms artisanal. Et c'est très important, ça reste toujours l'identité de chaque région. Alors, on parle aussi, et c'est passé dans la vidéo, c'est la terre rouge. Oui. C'est la spécificité de la région de Timimoun. La terre rouge est donc automatiquement riche en fer.
Et bien sûr, la terre, il y a eu encore un passage de la silice et de l'argile qui fait l'adobe. Parce que c'est vrai, si on laisse juste le sable, ça s'effrite et automatiquement ça ne va pas se consolider. Et donc il y a pas mal de choses qu'il faudrait les prendre en charge, côté technique et côté aussi social. C'est très important pour faire revivre et faire renaître ces ressorts pour qu'eux nous laissent apprendre l'histoire de nos ancêtres. Quel est le rôle des associations pour préserver ce patrimoine? Alors, déjà, ça a été une occasion que j'ai eue à Ksar Tarit. C'était une association qui m'a sollicité pour intervenir, bon, pas en tant qu'expert, mais en tant que spécialiste dans le domaine de construction. J'avais même tracé un programme de formation pour les gens de La Réunion, c'était des jeunes. J'avais une vingtaine de jeunes que j'ai donné des cours théoriques et on est passé à l'acte au niveau de Ksar. L'acte était pour une visite, voir ce qu'on a le terme pathologie, c'est un terme qui détermine les dégâts ou la maladie de la construction. Et c'était un passage pour voir toutes les dégradations et revenir avec pour faire un briefing, pour proposer des solutions. Je leur ai laissé eux-mêmes présenter les solutions parce que ce sont des gens de ressort. Ils voyaient, leurs parents le faisaient. Et donc, avec l'histoire, avec notre savoir-faire, on avait à mettre toute une richesse d'idées qui permettent de restaurer convenablement ces sursols. Il y avait par la suite ce genre d'école de chantier que j'avais lancé, je pense, en 2004, par une restauration d'un vieux bâti à l'intérieur de Ksor, en utilisant les moyens de bord. Lorsqu'on dit les moyens de bord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelles technologies. Très bien, c'est ça ce qui est important justement dans la préservation de ce patrimoine, c'est de garder l'identité réelle et originale de l'endroit. Effectivement, avec le bois, avec tout ce qu'on dispose, l'eau aussi de la rivière. La seule difficulté qu'on avait trouvée, c'est Ksar Tarit. La source d'eau, elle est en bas et le Ksar se trouvait en haut. Donc, on avait quand même trouvé une idée, ce qu'on appelait la chaîne humaine. Donc, c'est différents étages sur la montagne. Oui. Chacun portait son seau. Et on a fait le travail vraiment pratique à la main. Et ça a été une expérience très réussite et que j'avais présenté dans diverses régions. Et souvent, on me sollicite pour la refaire. C'est très, très bénéfique. Non seulement pour leur sort, mais surtout pour les gens. Pour sauvegarder. Le fait que vous les impliquez, ça leur donne une expérience de restauration et de construction en terre. Et secondo, ils se sont responsables. Parce qu'à un moment donné, il y avait des entreprises qui faisaient la restauration. Comme je l'avais dit, le ministère de la Culture avait lancé des opérations de restauration, des entreprises pas forcément qualifiées. Et donc, on sollicitait les gens de la région. Alors, pour faire le plancher, certains, et c'était le constat, la râle réelle, c'est qu'ils prenaient d'un bâti pour le mettre à un autre. Donc, ils cassaient une maison pour construire une autre. Et ce n'était pas du tout faisable. Et là, c'est le manque de responsabilité. C'est très important. Et le manque d'éthique aussi, parce que c'est dans un domaine vraiment très sensible qui fait partie de notre culture, de notre passé, de notre histoire et patrimoine. Eh ben, je vous remercie pour toutes ces explications. J'ai été très ravie de vous recevoir. Je vous souhaite une bonne continuation. Et j'espère que vos études et vos recherches auront justement de bonnes oreilles et iront dans le bon sens pour transmettre ce savoir-faire à d'autres générations. Très bien, je vous remercie aussi de ma part. Et je vous promets, dès qu'on aura de très très brillants résultats qui vont nous permettre d'améliorer la construction de terre, on serait les premiers à vous les présenter et vous les publier. Ça serait quelque chose. On espère avoir l'exclusivité pour ce projet. Bonne continuation, bonne chance, pardon. Chers téléspectateurs, nous allons nous arrêter avec cette pause musicale pour recevoir notre prochain invité. Restez avec nous. غماري وي
غماري لالا ميمونة السلطان قنوة أغماري لالا ميمونة السلطان قنوة سيدنا بولال سيدنا بولال سيدنا بولال سيدنا بولال لالا ميمونة السلطان قناوة سيدنا بولال لالا ميمونة السلطان قناوة
avec cette belle chanson de Ouled Bouchtat, nous arrivons à notre troisième plateau de cette matinée. Si vous venez de nous rejoindre, bonjour, bon réveil. Et si vous vous apprêtez à prendre le volant, je vous demande d'être prudent sur la route. Faites attention. Et voilà, j'arrive à mon troisième invité. Bonjour, Monsieur Abdoun Mohamed, psychologue. Marhaba bik, bonne journée. Merci. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la préparation psychologique, justement, de nos écoliers pour entamer les examens, préparer leurs examens. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette préparation et cette prise en charge psychologique de nos enfants pour que ne pas ils aient peur pour qu'ils soient bien préparés, qu'ils s'endorment à l'heure, qu'ils arrivent à assimiler tout ce qui en suit. Tout d'abord, je dois vous remercier pour cette opportunité qui me donne l'occasion de porter quelques éclaircissements autour d'une problématique cruciale qui est la préparation psychologique pour les écoliers. Comme nous le savons, notre système éducatif est confronté à deux exigences. D'une part, il y a cette recherche à éviter l'échec, et d'autre part, il y a aussi cette envie de garder ou bien d'acquérir la réussite ou de garder les résultats déjà réalisés par le système. Dans ce cas-là, il y a un problème qui se pose. Il y a un problème qui se pose autour du système éducatif entier et un problème autour de l'enseignement, y compris l'élève et l'enseignant. La préparation psychologique de l'élève pour l'examen, c'est une problématique qui s'articule entre deux pôles. L'une, c'est la préparation académique. Le deuxième, c'est la préparation psychologique. La préparation académique, c'est une préparation qui concerne les méthodes de révision, les méthodes d'enseignement en général. La préparation psychologique, c'est une préparation qui confronte en premier lieu le problème de stress. C'est une préparation pour gérer le stress. Comment bien gérer son stress? Comment gérer le stress de l'enfant. Donc, Parfois des parents aussi. Hein. Oui, on voit des fois des parents qui veulent enseigner l'enfant, mais qui n'arrivent pas à garder leur calme face aux échecs de leurs enfants en apprentissage, en parcourisme. Et c'est ce qu'il faut gérer justement, c'est ce stress de parents aussi. Oui. Le stress, c'est un problème qui concerne aussi les parents que l'enfant. Et même quand les parents sont stressés, ce problème percute sur l'enfant, tout à fait. Percute sur l'enfant aussi, il devient de plus en plus stressé. Donc, comment on peut faire face à cette situation? Donc, il y a des techniques, de relaxation, des techniques de visualisation, des techniques aussi de préparation physique aussi. Ça peut aider pour éviter le stress, tel que les sports, les différentes sortes de sports. Il y a aussi la préparation mentale. La préparation mentale, ça concerne la visualisation positive. On donne confiance à travers une imagination de l'examen, une sorte de simulation mentale de l'examen. On donne confiance à l'enfant et le jour J, il se trouve capable ou bien préparé pour faire face à la situation de l'examen. Donc, la préparation, c'est pas non seulement psychologique, c'est aussi académique. C'est pas non seulement une masse d'informations engagées par l'enfant, mais aussi c'est des méthodes de révision. C'est des méthodes de vie. Le mode de vie en général, c'est le sommeil,
si le sommeil est régulier, il peut porter aussi, il peut être bénéfique pour la concentration. Donc le problème qui se pose, c'est le problème de concentration. Et la mémorisation Et la aussi. mémorisation, il est lié à la concentration. Donc un enfant incapable de se concentrer ou bien sur des données, il est incapable de mémoriser. Donc la mémorisation, il y a des techniques de révision spatiale. Donc entre une révision et l'autre, on met un espace. Un espace, ce n'est pas non seulement un repos, mais aussi c'est un espace qui aide l'enfant à métaboliser, si vous voulez, ces informations. Donc la technique à mieux assimiler et à mieux les ranger. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des endroits dans le cerveau où il devrait mettre ces informations. Comme ça, quand il aura à les solliciter, il arrivera à les retrouver. Donc, maintenant, s'il le fait ça dans l'embarras et dans l'anarchie, il ne pourra pas trouver l'information précise au moment opportun. Donc, comment arriver à cela? C'est là la question, justement. Le cerveau, comme nous le savons, c'est un muscle. Ouais. C'est un muscle aussi qui peut être fatigué si on travaille sans cesse, si on travaille continuellement. Donc, il a besoin du moment de repos, il a besoin un instant, un décalage entre les tâches pour qu'il puisse assimiler, pour qu'il puisse se développer. Et se développer aussi. Donc, comment on peut aider un enfant à garder ces informations, comment on peut l'aider à mémoriser ces informations. Donc, on doit, en premier lieu, on doit donner confiance, aider l'enfant à se sentir confiant face à l'examen. Donc, quand l'enfant se sentir à l'aise devant une situation d'examen, il sera capable de donner le mieux de ces informations. Donc, il y a la confiance, il y a aussi l'encouragement de la part de la famille, il y a l'encouragement de la part de la famille, il y a aussi, comment dirais-je, il y a on doit aider l'enfant pour qu'il puisse capable à retenir ces informations. C'est-à-dire, comment je pourrais aider mon enfant à retenir ces informations? Maintenant, est-ce que je devrais le solliciter chaque fois, après chaque leçon, de voir le parcourisme, s'il arrive à bien parcourir? Est-ce que je lui pose des questions pour savoir s'il a assimilé? Est-ce que je dois l'accompagner durant toute la scolarisation ou uniquement les révisions de fin d'année, de fin de trimestre? C'est-à-dire, comment pour une maman, généralement on voit que c'est les mamans qui font le suivi justement des enfants à l'école. Et d'ailleurs, quand on finit les examens, on félicite les mamans, ce n'est pas les enseignants. Tellement l'effort est fourni par les mamans. Tout à fait. Donc la préparation, c'est un problème qui concerne les mamans. Ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Ce n'est pas normal. C'est les parents tous les deux qui devraient s'entraider. Donc la préparation, c'est pas le moment de l'examen. La préparation, ça tout au long de l'année. Maintenant, comment faire? C'est-à-dire, à quel moment la maman devrait intervenir? Qu'est-ce qu'elle doit faire exactement? C'est-à-dire, on sait que doit mettre en confiance son enfant, mais comment? Comment la maman peut mettre son enfant, il peut le faire dans une situation de confiance à travers l'encouragement, à travers le suivi, à travers des situations de simulation. C'est-à-dire, elle va chercher on va dire des examens avec des solutions, voir qu'est-ce qu'il a réalisé et le féliciter par la suite, c'est ça? Oui, il peut préparer un examen expérimental. C'est ce qu'elles font les mamans. Généralement, on va chercher sur Internet des examens qui ont déjà été. Donc, voilà. Où il corrige les résultats, où il voit les résultats, il est capable de réaliser des bons résultats. Donc, très bien. Donc voilà un bon exemple à suivre. C'est une forme de préparation.
c'est une préparation académique et aussi psychologique parce que l'enfant, quand il réalise des résultats lors de l'assimilation, donc il sera capable de le reproduire en état réel, en examen réel. Donc, c'est la situation de simulation. La situation aussi, encourager l'effort et non pas les résultats. Donc, à chaque fois... Exactement, l'erreur où tombe la majorité des parents, c'est-à-dire qu'on oublie que l'enfant a fourni des efforts, qu'il a fait tout ce travail, et on va le banaliser par rapport à la note. Il se peut qu'à un moment donné, il n'a pas eu le temps, il n'a pas eu la réflexion, il n'allait pas bien ce jour-là, et au lieu d'encourager l'effort de toute la période qu'il a passé à réviser, on va le blâmer sur cette note. Donc, on doit encourager l'effort. Ça peut donner des résultats mieux qu'on encourage les résultats. Bien sûr. Donc, encourager les efforts. Et aussi on doit préparer l'enfant d'une manière continuelle. Oui. Donc, c'est pas le jour de l'examen, c'est toutes les journées de l'année. On doit le préparer. Mais le problème de la préparation ne concerne pas seulement la maman, mais c'est aussi l'état de l'enfant dans lequel il se trouve, l'état psychologique, l'état physique. Donc un enfant bien nourri, un enfant bien dormi, un enfant... donc il est capable de concentrer, il est capable de reproduire des bons résultats, il est capable de mémoriser aussi. Mais c'est les situations, donc la situation, c'est l'enfant, c'est l'enseignant, c'est le programme, c'est aussi l'entourage, le côté social. Donc la problématique de préparation, c'est une problématique qui concerne plusieurs facteurs interconnectés. C'est plusieurs facteurs qui rentrent en jeu pour qu'on puisse préparer un enfant. Donc maintenant déjà, dans les méthodes de révision, on a la révision individuelle et on a la révision de groupe. Est-ce que c'est valable pour tout le monde de la même manière? On sait qu'il y a des enfants qui préfèrent réviser seuls, d'autres qui préfèrent ou qui ont de meilleurs résultats quand ils révisent en groupe. Comment choisir la meilleure méthode pour son enfant? Chaque cas est unique. Donc il n'y a pas une recette générale, magique pour tout le monde. Pour tous les enfants. Chaque enfant est unique, donc certains enfants... la réussite d'ailleurs, la notion de réussite est relative et différente par rapport d'une personne à l'autre. Donc réussir peut-être pour un enfant, c'est 14, c'est avoir 14. Oui. Réussite pour un autre, ça serait juste de passer la classe suivante. Oui, c'est 17. Pour une autre personne, c'est juste 11 pour qu'il puisse Parfois même pas. passer. Parfois même pas. L'essentiel de passer à la classe suivante. Donc la réussite est différente. C'est relatif. Et chaque enfant est unique. Donc pour un enfant, il suffit de faire des révisions ordinaires. Il sera capable. Pour d'autres, on doit accentuer les efforts. Donc, un enfant en général, il y a des techniques scientifiques telles que la carte mentale. On peut faire une carte mentale pour un enfant pour la révision. On doit associer les informations avec des espaces habituels ou bien des lieux qu'on connaît. Et on doit aussi associer les informations avec des informations précédentes. Exactement. Et avec cette manière, on peut avancer avec un enfant. Avec d'autres, on doit axer sur la répétition. Oui. La répétition. Avec d'autres aussi, il y a d'autres méthodes. Certains enfants qui sont capables de mémoriser facilement par rapport à d'autres, sans qu'ils soient... C'est des capacités individuelles, maintenant ça diffère du... individuelles. Mais la méthode
par lequel il présente l'enseignant le cours, la leçon. Donc, il est aussi indispensable pour la mémorisation, pour la révision. Tout à Donc, fait. certaines leçons se donnent à l'enfant d'une manière facile et bien expliquée. Donc, l'enfant, il est capable de le réviser, et d'autres, il trouve des problèmes à suivre. D'accord. Une dernière question, justement, avant de clôturer le débat. Les résultats. Alors, la réaction des parents par rapport aux résultats, que ce soit positif ou négatif, quelle est la meilleure manière de procéder avec son enfant suite à l'annonce des résultats? Que ce soit positif ou négatif? Que les résultats soient positifs ou négatifs, un enfant, donc il y a certains enfants qui font plus d'efforts, ils n'acceptent pas des résultats négatifs, ils se sont peut-être même traumatisés avec l'annonce des résultats. Comment faire avec ce genre-là? Comment faire avec ce genre d'enfants? Donc, c'est des enfants qu'on doit les encourager, on doit les désensibiliser par rapport à ces résultats. On doit les informer que ces résultats, c'est des résultats momentanés et qu'il est incapable, qu'il est capable d'acquérir mieux. Ils sont déjà suffisamment exigeants avec soi-même. Donc, je n'ai pas besoin de leur dire, voilà, il faut fournir plus d'efforts et tout ça. Ce sentiment déjà de mécontentement suffit à lui-même. Alors, comment leur faire comprendre que voilà, ce n'est pas la fin du monde, qu'ils pourront faire mieux l'examen prochain? Donc, on doit banaliser la situation, on doit l'encourager pour qu'il donne mieux la prochaine fois, ou on doit le sensibiliser que ces résultats ne sont pas des résultats définitifs, ou qu'il y a d'autres opportunités, ou qu'il soit capable. Ça, c'est pour le premier cas. Maintenant, pour le deuxième cas, qui n'a pas fait d'efforts et qui n'a pas eu de résultats. Alors là, c'est plus... souvent, il attend des résultats négatifs. Oh, mais ce n'est pas par rapport à lui, hein. Je parle de la réaction des parents. Voilà. Donc, c'est par rapport à la famille. Comment la famille devrait accueillir ces résultats et comment elle devrait se comporter avec l'enfant pour qu'il y ait de meilleurs résultats par la suite. C'est pas en le frappant, c'est pas en le frustrant. Il y a des réactions de parents. L'intimidation et les félicitations pour l'enfant ne peut pas être un moyen pour améliorer des résultats. Tout à fait. Donc, sachant qu'il y a eu même des fugues. Il y a des enfants qui fuguent les maisons à cause des résultats. Oui, tout à fait. Donc, si l'enfant est soumis à des pressions de la part de la famille par rapport à ces résultats, donc on doit attendre à des réactions négatives, on doit attendre peut-être des figues, peut-être même des mensonges, et même on doit attendre aussi des actions négatives, des réactions négatives. Voilà, c'est ce qu'on aimerait éviter justement dans l'avenir avec nos enfants. Avec cette thématique, nous arrivons à la fin de notre émission. J'ai été ravie de vous recevoir, cher docteur Abdoun, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez passé avec nous une agréable matinée. Je vous laisse avec cette pause musicale et je vous donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure sur la même chaîne. Soyez avec nous. Au revoir et merci. And I turn on back around. Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind.